Alors, vous voyez la jolie feuille devant vous, c'est juste pour dire que vous faisiez partie du projet, puis vous acceptiez de faire partie de votre évaluation de la fin. On ne se filme pas pour les buts de le distribuer après, mais pour une de nos collègues qui est censée nous évaluer, mais qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. C'est l'alternative qu'on a trouvée. Ben, on aimerait ça après ça pour savoir où envoyer le chèque. parce que la prof, mettons qu'elle veut vérifier si tu existes bien. Ah oui, on nous a fait ça, la remarque pour la rencontre pré-stage. Tu sais, les stages autonomes, là, et apparemment, il y a des gens qui ont pris. Je réussis à faire les beaux amis. On va dans le stage pour vrai. Non, mais c'est pas le problème. C'est que tu vas dire dans les deux mois, comme ça, les gens qui prennent. Moi, j'ai écrit mon nom. C'est écrit Hugo, je dis c'est bon possible. J'ai écrit mon nom. Alors, bonjour, bienvenue à notre présentation sur le stress. Donc, vous voyez le titre « Le comprendre pour mieux le gérer ». Moins fort! OK, on se présente. Notre équipe est formée de moi-même, Lucie Maisonneuve, Kariane, Marie-Christine. Moi, c'est Cédric. Alors, c'est parti. Alors, le stress, c'est quoi? C'est un état qui débalance l'équilibre du corps humain et qui est perçu comme étant menaçant pour l'individu. Donc, c'est à long terme ou même à court terme, ça peut être néfaste de la manière que c'est géré. Le stress est le résultat de tout facteur émotif, physique, social et économique ou autre qui exige une réponse ou un changement. Il est admis qu'un peu de stress est acceptable, mais lorsqu'il survient avec une force non maîtrisable, il peut se produire des changements à la fois mentaux et physiques. Alors, côté statistique, question de se comparer pour mieux se sentir. En 2003, Statistique Canada a sorti des statistiques disant comme quoi que les gens qui avaient 15 ans et plus, on dit que leur journée était assez stressante ou extrêmement stressante. Donc, ça donne une bonne image de qu'est-ce que c'est. Sinon, on dit aussi depuis 2003, plutôt en 2013, Statistique Canada a fait la statistique que ça n'a pas changé depuis 2003. Les femmes seraient plus sujettes à être stressées. Donc, les dames, vous êtes les conquérantes, vous allez pouvoir essayer de gérer votre stress. Donc, ça dit que 24,6% des femmes se disaient assez stressantes ou assez stressées à extrêmement stressées. Et contre les hommes de 21,3% assez stressés à extrêmement stressés. Et qui pensez-vous est la section d'âge qui est le moins stressée? Je pense que les c'est les personnes âgées. Moi, ça m'a surpris, puis je pense qu'elle aussi, non, c'était toi qui était surpris. Donc, 11,8% ont répondu qu'ils étaient stressés parce qu'ils disent être moins susceptibles au stress dans leur quotidien. Maintenant, je passe la parole à Cédric. Oui, alors moi, c'est juste, déjà désolé, j'ai une petite voix, je suis un peu malade, je vais faire de mon mieux. On est tous des professionnels, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, vraiment, l'objet de la présentation, c'est le stress pour les infirmières et plus particulièrement au milieu de travail. Et en fait, le gouvernement du Canada explique que le stress au milieu de travail, c'est quoi? C'est des comportements, c'est des émotions nuisibles qui peuvent être psychologiques ou physiques par rapport à un manque, on a l'impression qu'on manque de maîtrise par rapport à la charge de travail et les demandes qui sont liées à notre emploi, surtout nous en tant que professionnels. Donc c'est ça qu'on va voir pendant le PowerPoint, c'est pour la présentation, et puis Kariane va expliquer un peu l'aspect biologique du stress. Pour l'aspect biologique, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un stresseur qu'il va avoir automatiquement une réaction de stress. C'est seulement s'il est perçu menaçant. Si on se fie à Lazarus et Folkman, la différence observée dans la réponse de stress dépend de la perception de la menace, donc de la perte du défi. On va tout d'abord faire une évaluation primaire.
qui va être dans le fond, est-ce que tu menaces, perte ou défi, puis ensuite de ça, il y a une évaluation secondaire qui est plus l'aspect émotionnel. Donc, comment les gens vont percevoir émotionnellement. Par exemple, deux personnes qui ont suivi la même intervention, une hystérectomie, une peut se dire « Ah, c'est une bonne chose, maintenant ça va être genre moins de douleur, ça va améliorer ma qualité de vie », tandis que l'autre personne pourrait se dire « Bon, ben c'est la perte de ma féminité, elle va négliger son hygiène, etc. » Donc, même stresseur, deux façons différentes de réagir. Selon Céline, le stress correspond à une réaction physiologique en présence d'une menace et se mesure par l'intensité de la réponse biologique. C'est l'état d'alerte. C'est là qu'il va y avoir un déséquilibre temporaire des fonctions physiologiques dans le but de se préparer, dans le fond, à la lutte ou à fuir. On va appeler ça le syndrome général d'adaptation. Le syndrome général d'adaptation, il va y avoir trois phases. La première, l'alarme. Donc là, c'est dans l'immédiat. Il y a le stresseur, la période d'alarme. Il va y avoir l'activation du système nerveux autonome. C'est la réponse directe. Elle, c'est d'une durée limitée. Ensuite de ça, pour maintenir la réaction de vigilance, il va y avoir la réponse indirecte du stress. Donc là, ça va être une libération importante d'hormones afin de prolonger l'effet initial. Mais ça, c'est encore dans l'immédiat. C'est de courte durée. Ensuite de ça, il y a la résistance. Ça, c'est ça qui va, dans le fond, jouer sur l'état de santé à long terme de la personne. Pendant la résistance, c'est l'adaptation de l'organisme au stresseur. Il va mobiliser ses forces pour diminuer les dommages causés à la personne à long terme. Chaque personne va agir différemment dans cette phase-là. Ça va dépendre de ses stratégies d'adaptation, des gens qui l'entourent, des ressources. Ça va jouer vraiment beaucoup. Si à ce moment-là, l'adaptation ne se fait pas, mais on va amener rapidement à la phase de l'épuisement. C'est où ce que la personne n'a plus d'énergie, c'est là qu'elle va être malade. On ne veut pas se rendre jusque-là. C'est à ça que ça sert le petit enseignement aujourd'hui. Donc, la biologie du stress, c'est le système nerveux qui gère ça. On a tout d'abord le cortex, c'est le cerveau en soi. C'est là qu'il va avoir, dès qu'il va avoir l'événement qui va arriver, on va se dire, OK, c'est quoi qui arrive? Selon qu'est-ce qui m'est déjà arrivé antérieurement, selon les conséquences que ça pourrait avoir, comment je réagis à ça? On va mettre un plan d'action. Ensuite de ça, il y a le système limbique. Ça, c'est dans le mésencéphale, juste ici, dans le cerveau moyen. C'est à cause de lui qu'il va y avoir une composante émotionnelle à la réaction du stress. On a la formation réticulée, qui est juste ici. Celle-là, ça a un bon côté parce que ça va maintenir un état d'éveil, une vigilance. Ça va nous permettre d'agir rapidement et d'avoir vraiment toute notre attention sur l'événement. Mais c'est aussi à cause de celle-là qu'il va y avoir des troubles du sommeil. La formation réticulée, ça va nous empêcher de dormir à long terme. On a l'hypothalamus. Celle-là, c'est le plus important. Parce que c'est celle-là qui va régir, dans le fond, le système nerveux autonome, l'hypothalamus et l'hypophyse. Pour mieux voir, donc la partie qui est plus endocrinienne de la partie endocrinienne, ça va être ici, l'hypothalamus, l'hypophyse. C'est ces deux-là qui vont jouer là-dedans. Donc, tout d'abord, on a le système nerveux sympathique qui va stimuler les médules surrénales pour sécréter l'adrénaline, noradrénaline, donc nos catécholamines, pour activer l'action sympathico-adrénergique. C'est ça qui va faire qu'on va vouloir lutter ou fuir. Donc, augmentation de la fréquence cardiaque, respiration, diaphorèse, diminution de la digestion, augmentation de la glycémie, tout ce qui va permettre à notre corps d'agir rapidement et vraiment utiliser toutes ses ressources physiologiques. Donc ça, c'était la phase du début, qu'on s'était dit. On va avoir aussi la réaction indirecte. Là, maintenant, c'est l'axe hypothalamo-pituitaire. Mot compliqué pour juste dire l'hypothalamus avec l'hypophyse, parce qu'on peut appeler l'hypophyse aussi la grande pituitaire. Elle, ce qui va se passer, c'est que l'hypothalamus va sécréter CRH, qui lui va stimuler l'hypophyse pour sécréter POPC, qui lui va, qui est dans le fond, qui est le précurseur de l'ACDH et aussi de l'endorphine. L'endorphine, c'est comme un analgésique. C'est ce qui va nous permettre de courir même si notre jambe est brisée. Par la suite, la CDH, lui, elle va stimuler le cortex surrénal pour la cortisol. La cortisol augmente la glycémie, potentialise l'action des catécholamines, donc l'adrénaline, noradrénaline. Sur les vaisseaux sanguins, ça va diminuer l'inflammation. Ça va réprimer aussi une réaction exagérée de l'organisme. Donc tout ça pour dire que tout le corps, dans le fond, se met en action pour ou lutter ou fuir. Mais il y a aussi un aspect immunitaire à tout ça. Parce que pour une raison qui est encore un peu nébuleuse. Quand le système nerveux central est en action, ça a aussi un impact sur le système immunitaire. Ça va diminuer les cellules tueuses naturelles, les lymphocytes, les cytokines, ça va diminuer la
phagocytose effectuée par les neutrophiles, ce qui va mener à un système immunitaire inhibé. C'est pour ça qu'à long terme, on peut tomber malade à cause du stress. Ouais, Excuse-moi. En fait, comme Karine vient d'expliquer, il y a la biologie, mais pour faire fonctionner la machine, on voit ça un peu comme une recette avec des ingrédients. Puis on a essayé de faire un tableau qui synthétise vraiment c'est quoi les 4 principaux ingrédients de la réaction du stress. Alors on parle ici d'un faible contrôle, quand on n'a pas un contrôle sur la situation, puis là il faut mettre ça par exemple en contexte à l'hôpital. On arrive face à une situation sans qu'on n'a pas de contrôle, là ça nous apporte un stress. Il y a l'imprévisibilité, on subit un stress par rapport à ça aussi. La nouveauté, puis là encore à l'hôpital, il y a des nouvelles procédures, des nouveaux protocoles, on n'a pas envie de changer nos habitudes, ça peut engendrer un stress. Et puis ensuite, il y a l'ego menacé. Ça, on peut voir ça même dans les relations de travail, on peut se sentir menacé par certaines personnes sur une unité, dans une équipe. Et là, ça peut aussi être un ingrédient du stress. Donc ces ingrédients, on peut aussi faire une autre catégorie. Il y a des stresseurs physiques et des stresseurs psychologiques. Les stresseurs physiques sont des stresseurs qui sont une réaction normale du corps. On en a besoin pour se défendre. On exerce une température ou une pression sur notre corps. Ça va relâcher des hormones, comme expliquait Karine. Et les pires, ça va être les stresseurs psychologiques. Ceux qui sont sournois, des événements, des situations, des commentaires négatifs ou dangereux, et tout ça va faire qu'on va être de plus en plus stressé au travail et même dans la vie tous les jours. Donc par rapport vraiment maintenant à l'emploi, le gouvernement du Canada, il y a un site très, très intéressant sur du CCHST, puis il nous explique en fait les facteurs qu'on peut avoir qui peuvent engendrer du stress au travail. Donc il y a les facteurs qui sont vraiment propres à l'emploi. Donc pour nous, on va penser à la charge de travail, aux patients, au nombre de patients qu'on va avoir, qui est un facteur stressant. On ne va pas avoir le même stress si on a 4 patients, si on en a 8, si on en a 12, si on en a 20. Le manque de formation, nos horaires de travail qui sont difficiles, de nuit, de soir, qui apportent plus de stress. Puis après d'autres facteurs aussi qui sont par rapport à notre rôle dans l'organisation. Donc ça c'est des conflits de rôle. Et ensuite ils ont également parlé des relations de travail. On revient sur les relations de travail. Et surtout dans la profession infirmière, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de stress. Stress entre collègues, un manque de confiance. Et puis un système, aussi des fois un manque une absence de système de travail permettant de signaler et gérer les comportements inacceptables. Ça peut arriver aussi sur les unités, puis il n'y a pas réellement de système en place. Donc il y a vraiment ces trois grands stresseurs au travail qu'on peut catégoriser. Ensuite, il y a aussi les autres stresseurs. On arrive après à d'autres stresseurs qui ne sont pas au travail, mais on est présentement à l'université, on a des études à faire, donc ça peut nous apporter aussi une grande source de stress, la famille, les ressources financières, donc est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour terminer le mois, un décès, la maladie, tout ça ce sont des autres facteurs qui peuvent être stressants. Alors, le stress aigu versus le stress chronique. Ce qu'on appelle le stress aigu, ça revient, c'est un stress soudain qui est bénéfique pour le corps. Le stress chronique, là, c'est quand on commence à ne plus savoir gérer son stress, quand on subit des stress fréquents après plusieurs jours, plusieurs semaines, et quand on ne sait pas réagir de façon efficace à un stress. Donc nos mécanismes d'adaptation ne sont pas adaptés. Donc c'est à ce moment-là qu'on arrive dans le stress chronique. Et puis Marie-Christine va nous expliquer en fait là, je vais passer juste vite fait parce qu'on a vu tantôt les 3 phases du stress. C'est un peu plus, c'est vraiment juste la phase de mobilisation d'énergie où on a de l'adrénaline. Après la consommation des réserves d'énergie, c'est comme on a vu tantôt avec Marianne, c'est la phase de résistance, d'alarme, de résistance et d'épuisement. On a déjà vu tantôt. Donc, manifestation du stress, dans un premier temps, ça peut se présenter comme une difficulté à se concentrer, la difficulté à s'organiser, on est facilement distrait, on peut commettre des erreurs,
On va ressentir plus de fatigue qu'à l'habituel. On peut être aussi plus irritable, colérique, puis même parfois on va avoir un manque d'intérêt. Puis si on n'est pas capable de gérer ce stress-là, ça va amener à d'autres manifestations, comme la dépression. On peut ressentir des tensions musculaires, avoir des maux de tête. La coagulation sanguine va être plus rapide. Ça peut apporter aussi des ulcères, des infections, l'hypertension, le cholestérol. Ça va aussi entraîner des coronopathies. Ça peut amener aussi à la fatigue chronique. Au travail, on peut remarquer aussi l'augmentation des absences. On peut commencer à consommer du café, de l'alcool, cigarettes en quantité excessive. Puis, ça peut aussi amener à l'anxiété, l'angoisse, puis même de l'insomnie. Est-ce que vous avez déjà ressenti ces symptômes, mesdames? Donc, nous, on s'est demandé qu'est-ce que le stress pouvait apporter, dans le fond, à long terme. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est que le stress à long terme pouvait accélérer le vieillissement en augmentant les dommages oxydatifs. Ça pouvait aussi créer des déficits nutritionnels. Puis comme Karianne l'a dit tantôt, à force que le cortisol soit sécrété en situation de stress, ça va aussi causer un affaiblissement du système immunitaire. Ça peut aussi amener des ulcères d'estomac, problèmes gynécologiques comme aménorrhée ou même des périodes d'infertilité. Ça engendre aussi des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, crise de panique, phobie, dépression, dépendance, troubles d'alimentation aussi. Puis ça va aussi occasionner des maladies à composantes psychomatiques comme l'asthme, le psoriasis, l'arthrite rhumatoïde, le syndrome de fatigue chronique, maladie de Crohn. Il y en a plusieurs, migraine, colite ulcéreuse, syndrome prémenstruel, obésité, puis on en passe. Puis, ça peut aussi occasionner l'aggravation de certaines maladies comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Même ça peut exacerber certains cancers. Et qu'en gros, c'est pas vraiment bon de monter. Puis, on a trouvé une étude pour faire un lien avec le stress puis la mémoire. Puis, ils ont réalisé que l'hormone du stress, quand elle est sécrétée en trop grande quantité, ou en quantité en moins grande quantité, dans le fond, dans les deux sens, ça va diminuer la capacité à retenir puis à se souvenir des choses. Fait que, comme nous, à l'école, en situation de stress, c'est pas le Alors maintenant, je vais vous parler des solutions, tenter de trouver certaines solutions. Alors déjà, il faut comprendre que le stress, dire moi je ne veux pas être stressé, l'éliminer, ça n'existe pas, c'est impossible. On est obligé d'avoir du stress pour vivre, c'est normal, c'est une réaction biologique, comme expliquait Karianne, qui est normale. Mais par contre, il faut apprendre à vivre avec. Comment le gérer, c'est là qu'il faut vraiment savoir quelle stratégie on va adapter. Puis dans la littérature, on dit qu'il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution universelle, on peut juste apporter des outils qui peuvent permettre de chacun adapter sa gestion. Donc, comme on a dit, c'est un état de combat ou de fuite, le stress. Donc, on mobilise de l'énergie pour faire face à quelque chose qu'on perçoit de dangereux. On peut passer après à l'autre pour expliquer, parce qu'on va vraiment plus au... Alors, les stratégies d'adaptation, ce qu'il faut faire, donc là, il y a des grandes théories, être positif, dire oui, je vais être positif dans ma vie, décider de ne pas se sentir stressé. Il faut faire le choix de ne pas réagir excessivement par rapport à un événement donné. Il va falloir communiquer aux autres ses émotions. Et puis il faut aussi accepter les autres. Et qu'il y a de la place pour les erreurs. Parce que des fois, surtout dans la profession, on est intransigeant, et puis les erreurs, on peut en faire, il ne faut pas que ça nous cause encore plus de stress. Ensuite, le soutien social, c'est la clé. Vraiment, dans la littérature, on dit que c'est vraiment là la stratégie la plus importante, c'est de pouvoir communiquer avec les autres pour un peu libérer ce stress-là. Donc, de développer une autodiscipline et un contrôle de soi, et puis il faut aussi s'entretenir et pratiquer à gérer son stress. Et puis on va voir juste après, sur la scène juste après, pendant qu'on a fait la recherche,
on ressent tous du stress, on se dit moi je sais à peu près comment gérer mon stress. Puis on a trouvé des stratégies qui paraissent un peu bizarres, mais qui peuvent fonctionner. Finalement, on a dit qu'on doit faire face à un danger, donc on a de l'énergie en réserve. Puis cette énergie-là, c'est le fait de la garder qui fait qu'on va être encore plus stressé, qui va amener des répercussions physiques à long terme. Et en fait, on a dit que dans la littérature, il faudrait utiliser cette énergie sur l'instant. Et puis on donne l'exemple de quand on se sent stressé, de prendre 5 minutes pour aller descendre 3 étages. Donc aller prendre les escaliers, monter, descendre 3 étages, on a de l'énergie qu'on va dépenser et ça va faire réduire notre niveau de stress. Ou alors, assis sur une chaise, on est au poste des infirmières, on a un stress, contracter ses abdominaux. Contracter ses abdominaux, utiliser en fait l'énergie qui est disponible et la mettre à profit, cette énergie. Pas la laisser simplement envahir en fait, après notre corps et notre esprit, mais vraiment dépenser. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant, que même moi, je n'avais jamais pensé à ça. En plus, on pourrait être musclé. Ouais, en plus. À long terme aussi, il y a le fait de prendre un temps mort. Qu'est-ce qu'on appelle par prendre un temps mort? On se dit, bah oui, c'est simple, je vais prendre 5 minutes pour moi. Non, c'est pas ça. Le temps mort, c'est prendre du temps pour soi, sans aucun stimuli, c'est-à-dire pas de lecture, pas d'ordinateur, pas de téléphone, vraiment un temps d'arrêt. On recommande 1 heure par jour, on sait que c'est pas possible, 1 heure par jour, mais au moins de le faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, se vider l'esprit, aller se promener un chien si vous avez un chien. Voler un chien si vous Ouais, voler un chien. Et puis il y a aussi les bienfaits de, là c'est l'activité physique. C'est sûr qu'on ne se cache pas, l'activité physique c'est super important. J'en ai moi-même fait l'expérience, j'ai jamais été très sportif, puis ça fait quasiment 1 an que je fais beaucoup de sport et je vois une différence par rapport à mon stress. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'il faut qu'on aille à l'école, qu'on a la famille, mais prendre 1 heure, 1 fois tous les 3 jours, on sent notre rythme cardiaque, on va faire de l'endurance, notre rythme cardiaque augmente et là il augmente pour les bonnes raisons. C'est pas comme quand on arrive face à une situation à l'hôpital où on sent qu'on va être on commence à s'accélérer et puis là c'est pour les bonnes raisons. Ça permet vraiment de déstresser. Là. Puis il y a également la respiration qui est super importante, de savoir bien la faire et puis c'est Lucie qui va nous expliquer comment on respire. Oui, donc on trouvait ça super important parce que si dans le milieu de travail vous manquez de temps pour justement aller courir dans les escaliers ou peu importe, c'est quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes tout seul, se mettre à part, même avec nos collègues, donc une respiration plus contrôlée pour pouvoir gérer notre stress. Donc j'ai une petite vidéo sur YouTube d'une professionnelle de yoga qui va nous dire le secret de la respiration. On va juste... Bonjour tout le monde. Je vais juste avancer. En fait, c'est une technique de On le respiration fait tous ensemble, s'il vous plaît. C'est une technique qui est vraiment simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur l'expiration. Parce que l'expiration a vraiment le pouvoir de calmer le mental. Alors la respiration, vraiment, c'est un outil hyper puissant qu'on a dans notre corps. Donc la respiration, je vais vous montrer, vous pouvez la faire au bureau, à la maison, n'importe quand vous sentez que vous êtes très agité, vous pouvez faire ça pendant 1, 2, 3 minutes et tout de suite vous allez sentir les bienfaits. On a tendance à respirer beaucoup dans le haut du corps. Et donc, on coupe la respiration et on respire beaucoup ici parce qu'on a de la tension dans la tête, dans les épaules. Et ce que je vais vous montrer, donc, c'est une respiration où on utilise le ventre, le diaphragme. Et c'est une respiration qui nous calme. C'est très facile, en fait. Donc, vous vous asseyez. Sortez l'air des poumons. Vous pouvez mettre une main sur le ventre pour vraiment commencer à vous pratiquer à respirer à partir du ventre pour gonfler ensuite le diaphragme, que le diaphragme s'allonge, on amène la respiration dans les poumons et ensuite on redescend. Donc vous allez inspirer à partir du ventre, comme gonfler un ballon. Vous allez inspirer et amener la respiration du ventre, du diaphragme vers le poumon. Vous faites une petite pause, vous expirez
quand vous avez inspiré. Et là, commencez à compter dans votre tête. Donc, vous inspirez. Et vous expirez. Donc, si vous avez inspiré pour 2 secondes, vous essayez d'expirer pour 2 secondes aussi. Donc, inspirez. Et expirez pour le même nombre de secondes, tout en relaxant les épaules et les hanches. Et là, vous allez inspirer pour 2-3 secondes, prendre une pause, et là, vous allez essayer d'ajouter 1 seconde à votre expiration. Donc, si vous inspirez pour 2, prenez une toute petite pause et expirez pour 3. Et là, vous inspirez pour 2 encore. Petite pause, expirez pour 3. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez éventuellement essayer d'allonger l'expiration pour que le compte à l'expiration soit 2 fois plus lent que l'inspiration. L'important ici, ce n'est pas de forcer l'inspiration. Donc, on ne veut pas expirer. Allez-y tout doucement. Imaginez le mouvement d'une vague. Donc, si vous inspirez de façon naturelle pour 2 secondes, éventuellement, vous voulez arriver à expirer pour 4 secondes. Donc, l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration. Alors, merci à Madame pour la gestion de l'anxiété. Et maintenant, si vous voyez devant vous, on vous a mis chacun un petit dépliant qui est un aide-mémoire à savoir qu'est-ce que le stress, les dommages qui peuvent être causés, comment gérer le stress. Les stratégies sont un peu à l'arrière ici. Puis, on a mis des ressources complètement à l'arrière du dépliant. Donc, le programme BAE, l'Association canadienne pour la santé mentale, l'Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, puis TELAIDE. Chacun a des petites capsules au sujet du stress, puis comment aider à le gérer. Puis TELAIDE a même une ligne téléphonique, à savoir si vous avez de la difficulté ou des angoisses qui sont trop difficiles à gérer, il y a une ligne d'écoute pour que vous puissiez discuter avec des professionnels de la santé. Donc, maintenant, pour voir si vous étiez à l'écoute et de bonnes étudiantes, un petit quiz. Donc, si vous voulez prendre vos petits cartons de couleur devant vous. Alors, la question, c'est est-ce que l'adaptation de l'organisme au stresseur mobilise ses forces pour diminuer les dommages causés à la personne? Le maintien dans le temps dépend de chaque personne. La capacité physique, stratégie, nombre de stresseurs. Les ressources jouent un grand rôle dans cette phase. Et dans quelle phase se situe le petit passage que je viens de lire? Est-ce que ça correspond à bleu, alarme, rose, résistance ou beige, jaune, épuisement? Ça va. Oui, vous montrez la couleur que vous pensez. Deux résistances, une résistante. Parfait. Super, vous êtes bon, bonne. Je suis stressée. Mais non, c'est vraiment pas grave si vous ne l'avez pas. Ensuite, deuxième question. Quand on ne sait pas réagir de façon efficace au stress, mécanisme d'adaptation inadéquat ou inexistant, ça correspond à du stress chronique ou du stress aigu. Alors, on a un chronique. Trois chroniques. Vous êtes bonne! OK, dernière question. Quelle est la clé de la stratégie d'adaptation? Bleu, le soutien social. Rose, l'autodiscipline. Ou jaune, le contrôle de ses émotions. OK, 2 soutiens sociaux puis 1 autodiscipline. T'es vraiment
rien, ça faisait partie des stratégies, mais la clé, c'est vraiment le soutien social. Merci. Avez-vous des questions, commentaires, suggestions? Bien sûr. Mais si vous acceptez, moi j'ai trouvé tellement intéressant que ça me dérange pas de me l'envoyer par courriel. Le PowerPoint, peut-être? Oui, c'était pas intéressant. Moi j'ai une petite. Vraiment intéressant. Bien demandé, je vais le faire, puis je vais t'intéresser maintenant. C'est bon. Bon, si ça vous intéresse, on a une grille d'exploration du niveau de votre stress. Fait que c'est un score, on a le temps. Peut-être le temps, on va la chercher. Est-ce que vous l'avez déjà faite, cette grille-là? Des fois, on ne s'en rend pas compte et en fait, on a l'impression qu'on sait gérer son stress et en faisant ça. Le débrief, on l'a fait aussi. Oui, c'est vrai. Il y a juste, excusez les filles, une arbre de feu juste en haut, puis vous éteignez la chandelle. On fait juste faire. C'est mon Dieu. Oui. Je pense que je pas stressée. Je sais que je pas stressée. Parce que vous allez vous retrouver sur la Ça va être un peu plus stressant comme ça part. C'est bien. La seule chose que j'aurais changé, c'est de préciser avant le début. Peut-être qu'elle disait, madame, mais tu l'as passé pour un usage, oui, je comprends ça. Par le nez ou par la bouche? Elle disait pas elle-même, ok. Elle disait pas elle-même. Mais je pense que c'est par C'est inspiré par le nez, expiré par la bouche. expiré par la bouche. Oui, mais vu qu'elle disait pas, je voulais pas embarquer. Parce que ça, c'est toujours c'est sûr, jamais le. C'est inspiré par le nez, expiré par la bouche. Avec les lèvres, je pense pas. Avec les lèvres pincées. C'est le début, c'est dans le fond, c'est elle a répondu à une question, puis elle répondait à la question de Sylvain. Donc là, elle était comme Sylvain, je vais montrer Cet exercice est vraiment excellent, j'aime beaucoup, mais je me demandais s'il fallait que j'explique par ma bouche pour mon nez, je sais pas. Mais aussi, tu sais, il y en a qui sont pas confortables à respirer par le nez ou vice-versa par la bouche. On peut s'adapter. Je pense qu'elle n'a pas précisé que la personne le fasse d'emblée comme elle se sent confortable. C'est vrai. Alors, là, tu l'as fait, tu la connais celle-ci, ouais. En fait, c'est une grille qui est pas mal utilisée en psychologie. Il faut juste faire son pointage, en fait. Ah oui, on est Faut, chaque fois que vous avez un événement qui est arrivé, discuter avec vos parents, ça équivaut à 29 points, 28 points, puis il faut faire son total, en fait, à la fin. dans les derniers 6 mois, dans la dernière année, Ça c'est quand? Attends, je vais en haut. Ah, il y en a un encore ici. Moi, quand je l'avais fait, je pense que c'était au cours de la dernière année. Moi, j'avais fait celle-ci, il me semble que c'était au cours de la dernière année. Puis il y a encore une deuxième page en dessous de la mention. J'ai mis la réponse à le pointage. c'est pas encourageant. Mais deux questions, ça, la 18, la 22, ça ressemble comment? Tu l'as créé. Ben, le 18, tu changes de profession carrément avec nous. Je pense. Tu étais infirmière, puis là, t'es rendu à côté.